On va essayer de continuer sur la lancée pour parler de l'école et peut-être parler de l'école d'une manière un peu internationale et présenter des exemples qui sortent aussi du cadre de la ville de Marseille pour revenir ensuite à des exemples très concrets avec nos invités architectes, Amélia Tavella et Céline Tédé. Et notre invitée inspectrice d'académie, Marie Musset. Donc Marie Musset, je vous remercie de nous avoir soufflé le titre de cette conférence, l'architecture, le troisième professeur, penser l'école pour le bonheur d'apprendre. Donc c'est le troisième professeur, après les parents, après les enseignants. L'architecture est considérée comme ça en Angleterre de manière assez commune, peut-être moins chez nous en France, mais c'est justement ce qu'on va s'attacher à démontrer aujourd'hui. À quel point l'architecture est importante dans tous les projets d'école. Donc, Céline Tédé. Alors, je te tutoie parce qu'on se connaît, et entre consoeurs, on se tutoie. Donc, Céline Tédé a monté son agence en 2006 à l'occasion de la construction, disons plutôt de la restructuration d'un grand hangar agricole construit en Pisé à Saint-Martin-de-Crau pour faire une très belle salle de danse qui a obtenu l'attention de tout le public et des prix aussi. Et c'est à cette occasion qu'elle s'est associée avec Jérôme Apac, son associé, pour former l'agence AT. Depuis la construction de cette salle de danse, l'agence a été sollicitée sur quelques programmes scolaires et c'est peut-être même... La plus grosse part de votre travail, c'est des programmes scolaires, donc le collège de Riez, l'école de Sainte-Marthe à Marseille, qui a été fraîchement livrée, je crois, il y a peu de temps. En 2017. En 2017, et l'école de la Pomme de Pin à la Phare les Oliviers, qui est une école dont tu voudrais parler un peu plus précisément et plus dans le détail tout à l'heure. Amélia Tavella. Donc Amélia... tu es corse et tu aimes bien rappeler que les paysages de la Corse et la beauté subjugante du maquis et des paysages de cette île t'ont formé peut-être à l'architecture aussi et t'a donné envie d'intervenir dans ce patrimoine construit et naturel. Tu as travaillé sur... de nombreux centres avec une qualité patrimoniale, comme la citadelle d'Ajaccio, avec un projet... Le travail est en cours. Travail en cours, oui, avec un projet de conservatoire qui doit voir le jour. Oui, Henri Thomas. On commence le chantier demain avec Rudy Ricciotti. Avec Rudy Ricciotti. Tu as travaillé aussi sur de très beaux couvents, comme le couvent Sainte-Lucie. Oui, couvent Saint-François à Sainte-Lucie-de-Talane qu'on livre et couvent Saint-François à Bonifacio. Couvent Saint-François. Et ensuite, on va parler un peu plus précisément d'une école à Strega, donc qui est une école qui est perdue dans la nature, qui est assez isolée, qui est presque une école... C'est l'école de la sorcière, en français. De la sorcière. Tout à l'heure, on parlait de langue régionale, de langue voilà. À Strega, en Corse, ça veut dire la sorcière. D'accord. Voilà. Donc c'est un peu Poudlard. Vous verrez. Et ensuite, cette école de Strega, je crois qu'on va la regarder un peu plus en détail tout à l'heure. Oui, et on a quelques autres expériences d'équipement scolaire, ce qui suppose certainement que je sois là ce soir. Et comme Céline, je pense qu'il y a beaucoup d'opérations qu'on fait qui s'arrêtent à la phase du concours, mais néanmoins, c'est à chaque fois une réflexion supplémentaire sur comment construire l'école, je ne veux pas dire de demain, l'école d'aujourd'hui. Oui, et j'en profite pour Villeurbanne. Féliciter Céline, parce que je crois que nous étions concurrents sur un concours que vous venez de remporter. À l'école de Roquevert, je crois, c'est ça ? Exactement. Ouais. Et Amélia, tu as aussi livré l'école de Villeurbanne, l'école Simone Veil de Villeurbanne. Alors, qui n'est pas livrée du tout. C'est une école où on est associé à une agence marseillaise, Rougerie 30 grammes, qui s'occupe d'une partie de ce groupe scolaire et on gère l'autre partie. Et on est en cours de chantier sur cette opération. Et j'entame la tranche 2 là, dans les mois qui viennent. D'accord. Bon, on en parlera aussi tout à l'heure. On est en train, en revanche, de réaliser un groupe scolaire beaucoup plus proche qui est à Cabriès. D'accord. Qu'on livre à la fin de l'année. Plus un autre à Lumio, en Corse encore. Ouais. Donc voilà. On voit bien que le système des concours aussi en France
souvent donne aux architectes une certaine spécialisation, ce qui est aussi une chance pour pouvoir construire des écoles, mais ce qui devrait aussi être un peu plus, vous permettre aussi d'accéder à d'autres programmes, comme des musées par exemple, on en a parlé quand on a commencé à préparer cette conférence, parce que les musées sont souvent réservés à des architectes plus installés ou plus peut-être moins féminins. Voilà, j'osais pas le dire. Donc, Marie Musset, vous êtes inspectrice d'académie à Lyon. Donc, vous êtes professeure agrégée et vous êtes les académies sont régionales, donc c'est une inspection pédagogique régionale. Et votre domaine d'expertise, c'est la mise en œuvre de la réussite des élèves. À ce titre, l'espace scolaire est un espace fondamental et vos travaux sont basés sur une excellente connaissance du terrain. L'espace est éducateur, il peut soutenir, accompagner, favoriser l'épanouissement des enfants. Donc on revient sur le titre, l'architecture, le troisième professeur. Et vous avez participé, on a pu le voir et je pense qu'on va le mettre en ligne aussi à l'ordre, à un ouvrage qui est extrêmement intéressant sur comment l'architecture et le design peuvent révolutionner les manières d'apprendre dans l'école. Donc c'était un travail fait avec la Cité du Design et de nombreux intervenants, architectes, designers et des intervenants de l'éducation, j'imagine aussi dans... Oui, c'est l'idée qu'effectivement on ne peut pas faire ça tout seul, chacun dans son coin. Les acteurs de l'école sont multiples et c'était une rencontre très riche pour justement être à la croisée des compétences de chacun. Voilà, et comme on va le voir aussi après, vous avez aussi étudié des formes de construction d'écoles en Europe et dans le monde aussi, qui montrent qu'on peut aussi faire école complètement différemment de ce qu'on a l'habitude de voir chez nous en France. Donc, j'aimerais alors, je vais faire défiler quelques images parce que, comme je le disais tout à l'heure, j'avais envie d'élargir le champ de l'école à d'autres expériences. Donc, il y a des écoles qui, pour les architectes, font référence et que tous les architectes connaissent. Donc, ils sont aussi des exemples qui montrent des philosophies et des manières de construire les écoles différentes. Par exemple, l'école de plein air de Suresnes, donc il y a une école qui a été construite par Marcel Lotz et Eugène Baudouin en 1935. L'école Montessori de Delft, construite par Hermann Erzberger en 1966. L'école Fuji de Tokyo, construite par les architectes Tezuka en 2007. Et l'école de Zurich, alors je vais faire un effort, Leuchtenbach, construit par Christian Kerez en 2009. Donc là, on voit l'école complètement ouverte qu'avaient imaginé Marcel Lotz et Eugène Baudouin dans les années 30. Donc c'était une période pendant laquelle la tuberculose faisait rage. Donc c'était d'abord une école qui s'adressait à des enfants malades, mais qui a été aussi ouverte. Oui, ce qu'on entend déjà, c'est qu'on dit des écoles différentes. Donc c'est qu'on a en amont une idée de ce qu'est l'école, avant qu'elle soit différente. Et effectivement, on entend aussi des écoles qui datent des années 30, des années 60, donc ça fait assez longtemps que l'école est une forme mouvante, même si on sait qu'on a des repères très, très stricts qui datent du XVIIe siècle, avec une classe rangée pour que tout le monde entende en même temps la même chose, la même leçon. Avec un modèle ensuite au XIXe siècle qui est celui des usines Ford avec le couloir. Donc c'est vrai que ce sont des modèles très très prégnants et qui ont aussi bien sûr influencé la façon d'enseigner. Mais ce qu'on voit avec ces écoles même des années 30, c'est que déjà ça bougeait sous l'influence de pédagogie nouvelle. Et même quand on parle du troisième professeur, ce sont des pédagogies qui datent du XXe siècle, qui sont italiennes, qui ont ensuite bien sûr essaimé dans les pays anglo-saxons assez facilement, mais la forme scolaire en fait n'est jamais figée et elle bouge sous différentes influences. D'abord la pratique de classe, c'est-à-dire que l'enseignant, et ça c'est quelque chose qu'il faudrait dire peut-être d'entrée de jeu pour toutes les écoles de Marseille, c'est que dans tous les pays du monde, le bon enseignant qui est content de lui, qui est heureux, c'est celui qui fait réussir ses élèves. Donc c'est vrai que c'est vraiment ce qui est important à retenir. Comment est-ce que l'école peut aider les élèves à réussir, puisque c'est aussi ce que veulent les familles. Et puis on l'a entendu, c'est aussi ce que veut la société. Des enfants qui sont des adultes, qui seront épanouis, qui seront engagés, qui seront des citoyens. Et c'est le vœu le plus cher de l'enseignant. Donc il va, lui, par des pratiques pédagogiques, par des mouvements pédagogiques aussi dans lesquels il va s'inscrire, faire bouger ces formes scolaires qui, au départ, avaient été pensées pour aussi faire réussir les élèves, mais il y a plusieurs siècles.
Alors, on peut citer cette école de Suresnes, mais on a aussi des exemples à Amsterdam avec Duydek ou avec d'autres écoles aussi en Italie, avec l'école Sant'Elia de l'architecte Terrani. Donc, qui sont des écoles qui étaient volontairement ouvertes et qui sont peut-être aussi un rêve qu'on partage tous, architectes du sud de la France, alors que ces exemples étaient souvent dans le nord. Mais on aimerait bien, nous, pouvoir aussi le développer chez nous. Donc on voit dans l'école de Suresnes que les élèves apprenaient aussi le jardinage. Donc il y avait une forte implication aussi de l'enseignement par la nature. On apprenait aussi à nommer les choses. Peut-être que c'est quelque chose qu'on a oublié aussi. On se demande si aujourd'hui les petits écoliers de la ville de Marseille savent nommer toutes les plantes qui se trouvent dans la colline ou les formes aussi paysagères. Donc ça, je lisais, Raphaël, justement, et je crois que c'est dans certaines de vos études, que la présence du végétal a un effet sur le système cognitif des enfants. Donc l'école en ville, sans présence importante des espaces verts, a clairement un effet sur le bonheur de l'enfant et forcément son développement. Donc c'est assez incroyable que des choses d'une évidence aussi grande, aujourd'hui, ne le soient plus. Et qu'on ait totalement perdu de vue à coup de béton, enfin d'imperméabilisation des espaces, cette notion extrêmement importante du rapport de l'enfant avec la nature. Et vous avez utilisé le terme d'hygiénisme qui, à une époque, bien sûr, a mis l'accent sur le fait que les écoles devaient être aérées, que les enfants devaient prendre l'air. Donc avec l'exigence qu'il y ait des fenêtres, avec des expériences quelquefois un peu artisanales, par exemple, un exemple aux États-Unis où on réquisitionnait de vieux navires qu'on laissait à quai, mais qui permettaient de assez facilement scolariser un grand nombre d'élèves dans des conditions, on va dire, sanitaires qui correspondaient aux besoins de l'époque, avec des mouvements même politiques, associatifs, qui s'appelaient la croisade des fenêtres ouvertes. Donc aujourd'hui, ça nous paraît tout à fait banal avec le contexte que nous connaissons. Et puis, ça avait un rapport à la nature qui était plus évident et qui maintenant a besoin d'être repensé, mais qui est effectivement à la base d'initiatives qu'on peut aussi acclimater en ville, puisque voir pousser, enfin, le vivant peut très facilement être mis en œuvre. Et moi, j'aime l'anecdote dont vous parliez de ces enfants qui ont le droit de se rouler dans la boue, presque, dans certaines écoles. Oui. Mais là, dans les écoles du Vorarlberg, moi, que j'ai visité il y a un an, effectivement, l'espace le plus important de l'école, c'est le vestiaire, dans lequel il y a des bottes, des combinaisons étanches et qui donnent directement accès à une cour en général boueuse parce qu'il pleut tout le temps, dans lequel les gosses jouent, font des pâtés, font toutes sortes de choses, se salissent, quoi, ce qui paraît complètement inconcevable dans les écoles. C'est comme ça qu'on apprend à être libre. Ouais. Il y a aussi des pistes pour l'architecture, par exemple, s'il y a des murs porteurs peut-être pensés pour que ce soit un endroit où on puisse faire des baies vitrées, qu'on puisse faire cours dehors avec un système de préau. De façon très artisanale, les gens l'ont fait pendant le confinement. On fait la cantine dehors, on fait cours dehors. Et donc tout ça, c'est en train d'être soit un retour aux sources, soit de nouvelles pistes qui peuvent aussi être interprétées par les architectes, évidemment. Ouais. Donc il y a aussi cette école-là que j'aime beaucoup, qui est l'école de Delft de Hermann Erzberger, dans laquelle on voit que les enfants ont plein d'espaces dans lesquels se lover, dans lesquels transformer l'école. Il y a des cubes qui font tout le sol d'un espace commun qui peuvent permettre d'être construits en forme de meubles, de changer complètement l'espace. Cette école a été très inspirante pour l'école de Fuji qu'on va voir tout à l'heure. C'est une école qui est très libre et dans laquelle, alors ça c'est intéressant pour les écoles et les programmistes. Dans cette école, on voit qu'il y a presque autant d'espaces indéterminés, donc c'est l'espace qu'on voit en blanc, que d'espaces consacrés aux salles de classe. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est indispensable pour pouvoir faire l'école autrement et avoir des espaces moins figés. Donc il y a aussi beaucoup d'alcôves qui sont juste à la mesure des enfants, dans laquelle les adultes ne peuvent pas se lover. Mais là, on peut peut-être un tout petit point d'arrêt, et peut-être que Céline peut donner aussi son sentiment. On est toujours bridés, nous, en tant qu'architectes, en phase concours, quand on regarde les surfaces qu'on nous demande en termes de circulation, parce qu'on parle de rentabilité et de ratio. Et de ratio. Alors, on prend le risque, nous, souvent, même tout le temps, de faire des espaces que tu appelles indéterminés, mais pour moi, ce sont les plus importants, c'est des lieux de sociabilité. Et
de plus en plus pluridisciplinaire, scolaire, périscolaire, extrascolaire. L'école de tout de suite, là, maintenant, et de demain, c'est l'école qui va prendre toute sa place au sein de la communauté. Et il faut qu'on puisse faire rentrer les parents. Enfin, ça devient le totem de la ville, du village. Vous parlez, je crois, dans vos textes de nid, de village. Oui, on n'est plus dans l'institution. Et il faut. Enfin, moi, je suis partisane de laisser ces espaces se dilater, puisque ça devient de vrais lieux de sociabilité. Oui, c'est presque l'échelle d'une petite ville. Oui, ce sont les lieux des rencontres fortuites. C'est vraiment, c'est vraiment le moment où se tissent des liens entre les enfants, presque plus que dans les cours de récréation, parce que c'est le moment où on n'est presque pas surveillé. Donc on peut se permettre des choses qu'on n'oserait peut-être pas dans la cour de récréation sous la surveillance, ou dans la salle de classe où on est plus organisé, où il faut répondre à des schémas habituels. Alors ça, c'est un exemple qui est beaucoup plus récent et qui a inondé complètement les réseaux sociaux et que beaucoup de gens ont vu. Il y a des vidéos qui sont éloquentes sur cette école et sur cette cour en forme d'anneau qui colle tout à fait avec les besoins d'énergie et de dépenses des enfants qui courent en cercle de manière interminable et qui se suspendent aux arbres. Raphaël, vous savez qu'ils font pratiquement 5 km par jour. Oui, mais c'est ce qu'ils ont besoin de faire. Il y a un TEDx de l'Archi qui a fait cette école et qui montre donc le trajet d'un enfant entre, je crois, 9h30 et 10h. Il a fait 6000 mètres. Et c'est ce qu'il a besoin de faire. Et les enfants rentrent en classe sans stress. Ouais. Il n'y a même plus de cours de sport en tant que tel, puisque ça s'opère en permanence. Ouais. Donc, cette école Fuji se réclame aussi de l'enseignement de Montessori, comme l'école de Herzberger dans les années 60. C'est marrant, comme une femme qui a professé, c'était au début... c'était en 1930, non, Maria Montessori, donc continue à faire référence dans toutes les écoles, y compris au Japon en 2007. Donc dans cette école, on voit sur la cour en haut qui accueille les enfants de l'école primaire. Et puis en dessous, il y a une cour qui est un peu plus protégée pour les enfants plus petits et qui, elle, est volontairement laissée en jachère, en sable, dans laquelle coulent des fontaines, dans lesquelles on peut effectivement se mettre les pieds dans la boue et jouer avec l'eau. Et les salles de classe sont toutes ouvertes le long de cet anneau et chaque semaine, c'est l'occasion de les recomposer avec le mobilier pour reformer des salles et des espaces d'apprentissage différents. Donc les enfants peuvent passer d'une salle à l'autre, si on peut appeler ça des salles. Et on dit, alors ça mériterait d'être vérifié, mais que le niveau sonore des gosses qui n'arrêtent pas de parler tous ensemble finit par atteindre un bruit blanc, et ce qui fait qu'on arrive à accepter ce niveau sonore de l'école mélangée. À ce sujet, je lisais, puisque nous, je pense que Céline, tu rencontres aussi ce genre de problématique, on est dans l'espèce de contrôle absolu de tout, et notamment du son, avec des contraintes réglementaires énormes. Quand on écoute un certain nombre de reportages sur cette école qui est extraordinaire, il faut quand même dire que c'est la seule au Japon. Oui. Ça ne se passe pas comme ça ailleurs. En fait, ils en ont fait d'autres qui sont aussi pas mal. On nous explique, et on le sait toutes, nous sommes mamans, qu'un enfant ne dort jamais mieux qu'avec du bruit. Donc il faut peut-être se garder tout ça à l'esprit. Il y a une autre notion qui me semble très importante sur cette école, c'est la notion de prise de risque. Oui, alors on le voit peut-être dans d'autres images. Qui est lié à l'apprentissage. Oui, à la prise de risque, il y a des filets autour des arbres parce que les arbres passent à travers le toit. Donc les gosses s'accrochent au filet, ils peuvent passer une jambe à travers une maille de filet. Enfin bon, et il y a des toboggans pour descendre depuis la cour du haut en anneau jusqu'à la cour du bas. Enfin, il y a quand même, c'est un véritable outil de jeu, quoi. Et je pense que le désir de Maria Montessori et ce qui transparaît de toutes ces écoles, c'est que l'apprentissage, ça se fait par le jeu. Et c'est peut-être ce qu'il faut retenir. Alors vous évoquez les écoles Montessori et plus généralement les pédagogies nouvelles, enfin qu'on dit nouvelles.
Et il faut savoir qu'elles sont aussi à l'œuvre, même si c'est surtout des écoles privées hors contrat, dans l'éducation nationale, dans l'établissement public. Et donc quand on parle des écoles de Marseille et des enjeux de l'école publique, les pédagogies nouvelles sont tout à fait en place dans des équipes. Alors bien sûr avec la question du risque, parce que dans une école primaire, un professeur des écoles a 24 à 30 élèves, donc effectivement il y a une question de gestion du groupe qu'on n'a pas forcément dans des écoles beaucoup plus petites. Mais 600 élèves dans cette école. Hein. Voilà, japonais, donc c'est peut-être aussi un peu difficile. Et alors? Mais effectivement, la question du bruit, des zones où on peut crier, c'est très important, et des zones où on peut aussi être tranquille et à l'abri du bruit des autres, c'est aussi quelque chose d'intéressant. Mais on ne dira jamais assez que les pédagogies nouvelles peuvent vraiment jouer sur les espaces aussi, avec notamment, on l'a vu là, des cours avec plus de liberté, une prise de risque contrainte par notre système français, hein, qui est assez sécuritaire, parce que les parents veulent que l'enfant soit en sécurité à l'école, hein, même si on sait que la plupart des accidents qui arrivent aux enfants, malheureusement, arrivent dans le cadre domestique. C'est un milieu qui est exposé, où il ne peut rien arriver a priori. Et puis aussi des façons de faire, par exemple des endroits où on peut aller lire, où on peut s'isoler, où on peut aussi, comme on peut le voir en Angleterre, avoir des coins qui ressemblent à la maison, qui sont des lieux intermédiaires entre une vie familiale et une vie scolaire, pour le matin, même pour les grands élèves, par exemple. Tout près de nous, au collège, on voit encore des idées intéressantes, par exemple des siestes à lire, puisqu'on sait que nos adolescents ne dorment souvent pas assez. Quelquefois ils dorment en cours, mais parce qu'ils sont fatigués. Donc des siestes à lire où on écoute des histoires et on peut aussi se reposer. Donc il faut aussi un mobilier adapté qui fait aussi changer les espaces. On peut peut-être aussi s'asseoir dans un couloir si c'est possible pour faire une petite étape ou travailler. Tout ça, ce sont des choses qui bougent tout doucement sous l'effet de différentes pédagogies Freinet depuis très longtemps en place dans l'école publique, Montessori bien sûr, qui passe par beaucoup de matériel et d'autres pédagogies aussi dites nouvelles. Mais auquel il manque parfois et souvent l'architecture. En fait, nous, on rêve que d'une chose, c'est d'être payé à faire autre chose qu'une salle de classe carrée avec 4 néons et le bureau du professeur et 10 prises, quoi. Ça, je pense qu'on n'a pas besoin d'être spécialiste pour savoir faire ça. C'est tout le reste qui nous intéresse. Mais c'est pour ça que justement, travailler sur les lieux indéterminés et trouver les espaces de respiration des programmes des écoles, et c'est ce qui est le plus intéressant dans le travail sur l'école. C'est s'inventer les à côté de l'école pour savoir comment est-ce que les enfants et les enseignants vont pouvoir s'approprier ou développer des pédagogies nouvelles en marge de ce qui leur aura été demandé par les espaces et par les lieux qu'on va imaginer dans les failles du programme. Oui, la question du programmiste, elle est centrale. Et sur la salle de classe, on a pu dire à un moment donné qu'il n'y en avait plus, que tout était numérique, qu'il n'y avait plus de murs, qu'on passait sur des murs numériques avec une tablette. Et en fait, dans le quotidien, le concept qui marche le mieux, c'est celui de port d'attache. C'est-à-dire que pour un élève, être dans un groupe classe avec des pairs, avec un ou des enseignants qu'il identifie comme ses enseignants, c'est aussi une forme de sécurité dont on a besoin pour apprendre et pour grandir. Et que l'école est vraiment un lieu d'apprentissage, je ne parle même pas des programmes scolaires, mais de savoir, de savoir-faire, de savoir-être, et jouer sur l'espace de la classe, déjà en interne, qu'il puisse bouger, effectivement, que même s'il reste une trame assez classique, qu'il soit à l'intérieur assez mouvant, et puis qu'à l'extérieur, il y a des zones interstitielles où on puisse faire aussi autre chose et vivre différemment. Alors vous, Marie, qui avez étudié ces systèmes-là, qu'est-ce qui est le plus efficace? C'est l'enseignant qui a sa classe, c'est les élèves qui ont leur classe? Alors là, je ne parle pas de la troisième option qui est forcément pas la bonne quand on bouge en permanence. Voilà. Alors, ça arrive que les élèves et les professeurs bougent tout le temps parce qu'on n'a pas assez de salles de classe. Parce qu'une des constantes de notre système éducatif, c'est qu'on va vers de petits groupes. Vous avez entendu parler des dédoublements des CP, par exemple. On a eu un problème, quelquefois il n'y avait pas assez de classes. Et ça arrive aussi au collège, au lycée bien sûr, avec les groupes de plus en plus restreints pour s'occuper au plus près des élèves. Pour tout ça, il faut des classes. Donc le système le moins agréable, c'est effectivement que c'est la classe qui décide, avec un groupe qui rejoint un professeur. L'autre cas de figure, les élèves et les professeurs sont partagés. Alors beaucoup de professeurs, je dois le dire, aiment avoir leur classe, parce qu'on imagine mal ce que c'est que de ne pas avoir un lieu de travail.
C'est quand Oui, c'est on comme n'est les pas- bureaux qui ne sont pas attribués Voilà, dans les open quand- space. En fait, c'est humain, quoi. On a besoin d'avoir Voilà, un port d'attache parce qu'il aussi faut quand on est préparer, enseignant. il faut s'installer. Et dans les établissements anglo-saxons, c'est très souvent le professeur qui a sa classe, on va chez monsieur un tel et on est reçu. Et dans beaucoup d'illustrations, on peut voir que le professeur accueille ses élèves en France parce qu'il a préparé sa classe, il a un coin bibliothèque, il a ses affaires, et les élèves ont aussi besoin de cette sécurité-là. L'autre cas de figure est aussi possible, parce que les élèves aiment bien s'approprier leur lieu, et à ce moment-là, C'est celui de l'élémentaire. exactement. et maternelle, Mais l'élémentaire qu'on est quitte au partagé. collège. Il est partagé entre le maître et les élèves. Au collège, c'est un peu différent. Il n'y a pas de cas de figure. Comme la classe en autobus, il faut aussi arranger des élèves qui sont bien contents au fond de la classe et ne pas être dans un panoptique en permanence, être vu. Ce sont des détails qu'il faut bien connaître. Alors, il y a une dernière école qui est très différente de tout ce qu'on a vu, mais qui aborde un sujet aussi intéressant, c'est la place de la limite et où se situe l'interaction entre l'équipement et le reste de la ville. Donc c'est une école en Suisse, à Zurich, qui reprend le thème de pas mal d'écoles en Suisse et qui avait même été tentée, je crois, à Montsartou, c'est-à-dire d'avoir une cour de récréation qui n'est pas délimitée et qui est un espace public en dehors des heures de récréation. On pourrait dire que le toit de l'unité d'habitation aussi, qui accueille l'école maternelle, en dehors des heures de récréation, ça redevient le toit de tous les résidents. Donc dans cette école, il y a deux choses. Il y a la cour de récréation qui n'est pas matérialisée autour de ce grand bâtiment, qui est un bâtiment qui est structurellement très innovant et très emblématique de l'architecture contemporaine. Et il y a aussi autre chose, c'est qu'il y a un grand gymnase sur le toit, qui est accessible par un ascenseur dédié et qui est... Cette photo, je l'ai prise moi-même. Je suis allée voir un match de handball sur le toit le week-end. Donc le week-end, et en dehors des heures scolaires, c'est-à-dire le soir aussi, le gymnase est ouvert à tous. Et il est géré par des associations qui assurent le bon fonctionnement et la sérénité aussi de la coexistence de ces deux équipements. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez particulier. Après, on voit dans le plan qui est en haut la neutralité chère aussi à l'architecture suisse, où on peut imaginer qu'on peut recomposer en permanence aussi l'espace, puisque la structure, ces petits points qu'on voit et ces poteaux en diagonale qu'on voit en façade et qu'on retrouve aussi dans le plan, qui permettraient de mettre les salles au centre et les espaces de circulation à l'extérieur, ou de recomposer finalement le plan lui-même. Ce qui est intéressant aussi dans ce groupe scolaire, c'est qu'en fait, ils ont énormément d'espaces sportifs qui, comme la cour de récréation n'a pas de limite, peuvent être utilisés le week-end par les logements qui sont en périphérie de ce groupe scolaire. Et tout comme les jeux de cours de récréation sont utilisables le week-end et réciproquement. Donc c'est vraiment, l'école n'est pas un sanctuaire fermé, mais fait partie de la vie de tous les jours, quelle que soit l'heure. Alors tu mentionnais quelque chose tout à l'heure pendant qu'on préparait la conférence. Moi, je ne me souviens pas de l'avoir vu, mais il y a une ligne au sol qui est tracée avec marqué cette ligne ne doit pas être franchie pendant les heures de récréation. Et en dehors de ces heures-là, c'est de l'espace public. Ça fonctionne. Il y a quelque chose d'extrêmement important auquel on est soumis aujourd'hui. Nous, architectes, en première ligne, quand on récupère un programme de groupe scolaire, c'est quand même la règle Vigipirate. Donc aujourd'hui, il y a une sécurité accrue par rapport aux derniers événements autour de ces équipements qui nous obligent même, je ne sais pas si tu es confrontée à ça, Céline, mais dans la configuration des lieux, on ne parle même plus de clôture, c'est carrément le bâtiment qui est une enceinte. Et oui. C'est pour être dans quelque chose d'assez clos alors qu'on voudrait s'ouvrir sur la ville. Donc il y a quelque chose de très paradoxal, je ne sais pas comment font nos amis suisses, mais... Aujourd'hui, il est compliqué, et je ne pense pas que ce soit de l'abus, d'envisager quelque chose de complètement libre en termes de limites physiques. Hein. On peut très bien se dire que ces équipements sont polyvalents, mais qu'on a quand même une forme de sécurité tout autour de ces édifices. Alors je pense que on le voit à Marseille, on a des situations tellement différentes. D'abord, des situations aussi de vue plongeante dans les cités
des quartiers du 14e, du 15e arrondissement, pardon. On a des grands immeubles qui plongent complètement sur les cours, donc il y a une co-visibilité de toute façon qu'une clôture ne pourra pas empêcher. Donc il y a quand même des situations où on pourrait imaginer qu'un équipement sur le toit ou de la déclivité de la pente qui ferait qu'on pourrait avoir plusieurs accès. Je pense qu'on... D'ailleurs, c'est... Oui, la vacance d'établissement public, elle n'est pas propre à l'école. Hein. Mais symboliquement, on voit que l'école devrait pouvoir servir aussi à autre chose. Et je pense que, compte tenu du plan Vigipirate, des alertes intrusions, enfin tout ce qui est quand même très anxiogène dans les préoccupations des familles, parce que là, on peut parler au premier chef des familles. Les enseignants ne font que suivre ce besoin de sécurité. C'est peut-être des espaces qui seraient partagés, mais voilà, sur des temps différents. Sur des temps différents, avec des accès différents. Comme ça s'est fait traditionnellement, les écoles servaient aussi des associations. Ça dépend un petit peu des villes, mais un grand nombre servent déjà. Mais effectivement, Vigipirate et les alertes intrusions... on peut ajouter l'architecture, moi je trouve. Deuxième rangée quelquefois des établissements qui avaient une barrière, un sas avec une autre barrière. Oui. Voilà, qu'on ne se retrouve pas dans quelque chose de carcéral. Et d'inquiétant pour les enfants même, dans la façon de voir la ville. Le projet qu'on fait à proximité de Lyon, on nous a demandé d'avoir des façades assez opaques en rez-de-chaussée. Donc c'est quand même assez problématique. On a un socle opaque pour des histoires de Vigipirate. Mais ça pose vraiment la question du rapport à l'espace public, de l'équipement public. Parce qu'il y a aussi enfin, je me souviens d'un concours d'école où c'était pas l'intitulé, c'était pas une école, c'était un pôle éducatif et culturel. Et donc il y avait une école, mais il y avait aussi une médiathèque et une bibliothèque à vocation pour le quartier. C'était un quartier qui était assez paupérisé. Et donc l'idée, c'était de resociabiliser les habitants par le biais de l'école qui les ferait passer par une médiathèque. Et donc la question de l'ouverture de cette médiathèque par rapport à la fermeture nécessaire de l'école, c'était assez schizophrénique comme à mettre en espace. Mais je pense que c'est l'occasion un peu de se demander, compte tenu des 174 écoles qu'il faut refaire, quel est le modèle à imaginer pour les écoles marseillaises. Je me suis replongée dans l'histoire universelle de Marseille, écrite par Alessi Dellombria, avant de préparer cette conférence, et j'ai retrouvé un article dans lequel il citait l'ouverture et l'obligation de l'école publique par Jules Ferry, et qui expliquait que cette volonté d'homogénéisation et d'école identique sur tout le territoire a été aussi une volonté politique très forte de former des bons petits Français qui allaient ensuite l'aider à coloniser les pays étrangers dans lesquels la France était présente. Et donc je pense qu'aujourd'hui on est en droit de se demander si l'école ne peut pas être beaucoup plus locale et beaucoup plus je dirais locale et universelle. Oui, c'est ça. Oui, locale et universelle. Ouais, vraiment. Et peut-être que c'est une occasion formidable d'avoir autant d'écoles à refaire à Marseille que de se poser effectivement cette question. Donc Marie, je voulais vous demander peut-être en résumé de ce qu'on a déjà dit, quelle est l'importance de la politique, comment la politique se retranscrit chaque fois dans les programmes scolaires. J'avais souligné effectivement quand on en avait parlé que notre école française, elle veut tenir les deux bouts, c'est-à-dire elle veut un citoyen qui soit quelqu'un, on va dire, de personnellement éclairé et avec une personnalité et donc du bien-être, hein, un modèle qui est plutôt nordique, on va dire, et en même temps qui appartient à une communauté. Et c'est pour ça que nous, on a une éducation nationale et on va aussi jusqu'au fond des quartiers, qu'on a une politique d'éducation prioritaire très, très importante, très présente, parce qu'on veut essayer de tenir ces deux bouts. Et alors je ne m'engagerai pas sur cet aspect-là de Jules Ferry parce que je ne suis pas historienne, mais l'école de Jules Ferry, c'était l'école d'abord pour les garçons, après pour les garçons et les filles, et pour tous les garçons et toutes les filles. Alors il y a la question de la langue française, mais qui maintenant est un objet culturel partagé.
Et la question des langues régionales, elle est prise en compte, puisque le système français, maintenant, a un enseignement des langues Oui, parce que régionales. la langue était... Tout ça est assez récent. Mais c'est finalement. relativement récent, bien sûr. Oui, on disait, la reconnaissance voilà. de langue locale est récente Encore plus, dans l'éducation nationale. Oui, mais on recrute maintenant des professeurs pour enseigner le basque, le corse, On l'occitan, parle d'identité le breton, locale. voilà. Donc c'est on peut élémentaire. tenir les deux bouts de la chaîne. Effectivement, je pense qu'à Marseille, il y a toute l'histoire, tous les matériaux, tous les artistes, enfin tous les grands hommes et les grandes femmes. Je pense qu'il y a un terreau pour que l'école soit vraiment dans son paysage aussi. Et ce qu'on peut souligner aussi, ce qui est important, c'est que quand les enfants se souviennent de leur école, ils se souviennent qu'ils y étaient bien, et qu'ils ont appris beaucoup de choses avec leurs professeurs, et que c'était beau, qu'il y avait de belles choses. Donc c'est vrai que le rapport aux matériaux, à la nature, ce sont des choses fondamentales qui font je crois qu'on arrête de carreler les écoles maintenant, parce que c'est moins salissant. Il y a une recherche aussi qui est faite, parce qu'on sait très bien que la beauté éduque aussi, éduque le regard, et éduque la personne. Oui, et puis alors c'est un espace dont là on a parlé un peu de tous les espaces de l'école, mais il y a la cour de récréation qui évolue peut-être plus grâce à la désimperméabilisation des sols que par une véritable volonté éducative, mais en même temps aujourd'hui elle va se rapprocher des exemples qu'on a vus. Elle va être plus... Ce serait très très bien effectivement que cette question écologique rejoigne le pédagogique, parce que c'est vrai qu'une cour, comme on le voit dans toutes les forest schools dont on a vu plusieurs peut-être illustrations, on les verra tout à l'heure, où on peut effectivement se salir, où l'eau ruisselle, donc ça répond à ces deux types de questions. Et ensuite, la cour est en train d'évoluer par le travail des sociologues, parce que les cours sont des endroits très genrés, qui sont occupés très différemment par les garçons et par les filles. Et dans beaucoup de programmes que j'ai pu voir, il y a cette question aussi de redonner en quelque sorte la cour aux filles, puisque assez traditionnellement, les garçons jouent à des jeux qui prennent de la place et qui font du bruit au milieu, et les filles sont sur la périphérie. Et ça fait partie des problématiques qui sont actuellement importantes pour l'école. Oui, parce qu'on en avait parlé aussi... des écoles finlandaises ou suédoises qui forment les enfants aux arts ménagers, qu'ils soient ça fait garçons, très longtemps, très longtemps, qui apprennent à faire le avant-guerre. ménage, qui apprennent à faire la cuisine, qui apprennent à tenir une maison. Bien, non. Donc les cours doivent être moins genrés en Finlande. Mais pas que ça, parce qu'en fait, voire même, ils vont à rebours des stéréotypes, c'est-à-dire qu'on apprend aux filles à taper, à planter des clous avec un marteau, et au contraire, on apprend aux garçons à faire la cuisine et tout ça. Donc comme ça, ils ont les stéréotypes à rebours, et puis ils rentrent plus dans les cases qu'on leur avait attribuées au départ. Oui, on voit ici une illustration d'une forest school en Angleterre. Je ne vois pas la légende, mais effectivement, c'était une récréation, et donc les enfants jouent dans la boue. En Angleterre, il y a un proverbe qui dit « Il n'y a pas de mauvais temps, il n'y a que des habits mal choisis ». Donc c'est souvent ce qu'on nous répète. Comment on dit en anglais? Alors, no bad weather, only wrong clothes. Je crois que c'est quelque chose comme ça, parce que il y a plusieurs variantes, mais celle-là, elle marche bien. De mauvais habits, des habits mal choisis, wrong. Et donc ça, ce qui est très intéressant, c'est que, moi j'étais avec des Allemands, les Anglais étaient impassibles, il faisait 4 degrés, ils buvaient leur thé, et les enfants grimpent dans les arbres, etc. Et quand même les Allemands et les Français étaient assez inquiets, parce qu'on avait vraiment envie qu'ils redescendent de l'arbre avant la fin de la récréation sans dommage. Et on s'est dit que c'était aussi toute une culture. Mais effectivement, dans les écoles assez banales, il y a de quoi jouer de la boue, il y a une cuisine de boue. Oui, vous aviez donné, comme les gens donnaient aux élèves, une chance de prendre des risques. Voilà, c'était une citation de l'enseignante. Oui. Sur ce point-là, moi j'ai personnellement touché du doigt les limites de ce truc-là, puisque dans cette école précisément au cœur du maquis, que j'ai livré il y a quelques années, j'y suis retournée et j'ai eu la surprise de découvrir que l'école était complètement coupée de la nature, avec des clôtures assez opaques pour sécuriser, soi-disant, le site. Alors qu'il n'y a rien autour. Voilà, on est dans un espace rural quand même assez sécurisé, et puis il y avait quand même des clôtures, mais traitées d'une façon spécifique pour garder ce lien très proche avec la nature, les champs, le grand paysage, voilà, pas de réflexion précise.
les arbres étaient clôturés. Et le chêne centenaire qu'on avait fait en sorte d'intégrer au cœur de la cour de récréation avait été à moitié, complètement étêté parce qu'on se plaignait que les enfants jouaient avec les glands du chêne. Donc, et tout devait être totalement aseptisé, une espèce de culture de laisser l'enfant sous cellophane comme ça, qui pour moi est problématique. Donc même si nous, en tant que concepteurs, on a cette volonté, c'est même pas de faire l'effort, pour moi c'est une évidence, on a cette volonté de mettre l'enfant en rapport avec la nature, qui pour moi est sa mère nourricière. Derrière, il y a quand même peut-être une pédagogie à avoir avec les utilisateurs, oui, pour que ce soit que l'outil reste intact et qu'on ne se retrouve pas avec ce genre d'écueil des années après. Vous avez raison, ça va avec des formations, parce que si les enfants avalent un gland, les familles seront inquiètes. Qu'est-ce qu'ils font dans leur jardin ? Oui, mais ça, on a bien dit que ce que les parents peuvent faire comme parents ne tolèrent pas forcément des éducateurs à qui ils confient l'enfant dans la journée. Et là, on a un exemple d'école-collège à Lyon, très urbain, où c'est l'inverse, il n'y a plus de nature, donc on en remet avec des choses très rudimentaires. Et aussi une école des parents, les parents peuvent venir apprendre à faire leur compost. Les élèves font pousser des tomates qu'ils rapportent à la maison. Alors on n'est pas encore comme au Danemark, puisque moi j'ai vu une école où les élèves faisaient pousser leurs fruits et légumes, les cuisinaient pour la cantine. Nous, c'est encore très compliqué de faire ça. Et c'est vrai, par exemple, dans certains programmes, des enseignants avaient demandé d'avoir un coin cuisine et ça a été refusé au niveau du dans travail certains final. programmes à Lyon, c'est ça Là, c'était des différents, c'était dans l'académie de Strasbourg, je pense. Alors que dans les programmes scolaires, on a faire des yaourts, faire une pâte levée en chimie, enfin, chimie au sens de ce qu'on fait à l'école primaire. Donc, on pourrait très bien concevoir, même chose, des espaces un peu interstitiels pour ces pratiques-là. Et là, ce qui est intéressant, c'est que cette école qui est à Lyon travaille sur maternelle, école, collège. Donc il y a aussi un lien qui est fait sur le rapport à la nature en ville. Mais là, on doit trouver beaucoup aussi de pistes pour remettre de la nature. Oui, et puis comme le disait Mathilde Chaboche tout à l'heure, on a à la fois la malchance d'être trop dispersé parce qu'on n'a pas de transport adapté, mais on a aussi l'extrême chance d'avoir peu de densité pour faire avec la nature aussi dans les écoles. La nature, c'est aussi le ciel, hein. C'est aussi regarder le ciel, regarder les étoiles l'hiver, regarder les oiseaux qui passent. Voilà, ça peut aussi, il faut voir ça aussi au sens oui, large. Puis ça peut être aussi des sorties à l'extérieur. Enfin, nous, on a la chance d'avoir des espaces naturels tout autour de la ville pour faire des sorties. Sur la dimension espace vert et nature en ville, et puis nature, peu importe le lieu dans lequel on se trouve, je crois qu'il y a vraiment un effort à faire de la part des maîtrises d'ouvrage sur le coût qu'on doit attribuer à ces lots-là d'espace vert, d'aménagement extérieur, et qui ne doit pas être le premier à subir une forme de dégradation si jamais il y a des soucis budgétaires. C'est quelque chose à préserver, coûte que coûte, qu'on ne se retrouve pas à avoir des arbres qui mettent 30 ans pour avoir une taille raisonnable. Oui, et puis surtout qu'en plus la balance entre du VRD un peu moche et des espaces verts, elle est quand même généralement au profit des espaces verts. D'un point de vue financier, c'est toujours moins cher de faire des espaces verts, aussi paradoxal que ça puisse paraître, que de faire un sol dur un peu moche. Moi, j'insiste sur les arbres, vraiment, des sujets de haute tige qui servent aussi dans la démarche environnementale qu'on a sur les bâtiments, parce que c'est un vrai outil de masque dans la gestion des apports solaires. Donc, il y a vraiment cette culture-là à développer. Et à développer l'entretien aussi de tout, enfin du patrimoine bâti et du patrimoine végétal, puisque comme tu le disais, ce chêne qu'on t'a tout amputé, c'est juste une honte par rapport c'est dramatique. Au patrimoine qu'il représentait. Et puis on parle d'apprentissage à l'école. On se doit d'apprendre aux enfants à respecter tout à fait. un arbre. Puis ce rapport à la nature.
Alors là, vous parliez des espaces interstitiels et effectivement, il y en avait beaucoup dans l'école d'Elft aussi. Voilà, ça part d'une bonne volonté. On se dit, tiens, on va se mettre à lire dans le couloir. Alors on accroche des livres et puis voilà. Et on voit que quand on regarde avec un grain très très fin ce qui se passe dans les établissements, eh bien, ça part des personnes, de ce qu'ils ont identifié pour que les élèves, justement, restent dans le couloir avec un livre. Et on parlait d'apprentissage, et là on est au cœur à la fois l'apprentissage de la lecture, de savoir-être et de goût pour lire. Donc c'est très global, et ça a fait arriver des coins lecture un peu partout. Donc plus uniquement dans les CDI, pour parler des collèges, un petit peu dans ce qu'on voit au primaire, où il y a quand même un coin lecture, des poufs, etc. Voilà, il y a des choses à imaginer qui sont à moindre coût, mais voilà, c'est l'idée qu'on n'est pas 500 pendant la récréation au même endroit. Parce que c'est ça qu'il faut faire aussi, il faut aller voir à la récréation 500, 600, 700 élèves au même endroit. Donc la pelouse ne résiste pas, c'est vrai que ça ne dure pas très longtemps. Hein. Donc ça, ce sont des idées qui sont à la frontière entre le didactique, le pédagogique et l'espace. D'accord. Et ça, c'est important. Mais justement, je voulais basculer sur l'école vue du point de vue des utilisateurs et comment peuvent-ils mieux travailler et comment peuvent-ils mieux interagir entre eux, les assistants, les agents, le personnel de maintenance. Je crois que c'est un vrai sujet aussi, la maintenance. Pour nous, architectes, on déplore aussi, comme tu le disais, Amélia tout à l'heure, les bâtiments qui se dégradent après les avoir livrés parce qu'ils ne sont pas entretenus. Donc, ça, je crois qu'il y a un vrai travail sur la matérialité, sur l'enveloppe du bâtiment. Moi, j'ai toujours tendance à aller vers des matériaux naturels. Alors la Corse s'y prête parce qu'on peut aller dans quelque chose de très minéral ou vers le bois, et on sait qu'on a une durabilité infinie dans ce cas-là. Mais je crois qu'en revanche, nous, concepteurs, on est au cœur, on est les initiateurs de ce que sera l'entretien du bâtiment. Oui, mais ça doit faire partie du programme, d'imaginer comment il peut s'entretenir. Et ensuite, il y a des écoles aussi, enfin dans les exemples que vous nous avez montrés, dans lesquels on organise le partage des tâches pour que tous les utilisateurs soient conscients de ce que représente la maintenance, la gestion de la propreté. Oui, dans un établissement scolaire, on parle d'équipe éducative maintenant, c'est-à-dire que les élèves savent qu'il n'y a pas uniquement une direction, un enseignant, il y a aussi des agents. Alors, c'est vrai que la crise sanitaire nous a beaucoup aidé à montrer ces agents qu'on a plus vus, parce qu'ils devaient beaucoup plus souvent passer. Donc, une sorte de travail collectif qui a été fait aussi. Et c'est vrai que partir de la réalité de ce qui est vécu, quand il y a une classe qui revient du sport ou qui sort de la piscine, voilà, ce sont des contraintes très, très prosaïques sur le bâti. Et c'est aussi une façon, là c'est au Montessori qu'il avait mis en place, de ranger sa classe, c'est aussi une façon de se l'approprier. Et on a vu des écoles, même dans le système français, où il y a un roulement pour balayer la classe à la fin de l'heure. Et les élèves se battent pour être de l'équipe de rangement. C'est pas comme à la maison. Qui ne font pas du tout chez eux, voilà, effectivement. Et où les élèves qui spontanément vont aussi aller effacer le tableau. Moi, c'est des choses que je vois encore, alors que voilà, on a l'impression que c'est un petit peu obsolète. Et ce n'est pas pour faire plaisir à la maîtresse, c'est pour s'approprier l'espace. Ou des choses très simples, par exemple des murs, ça j'ai vu ça dans le sud de l'Angleterre, des murs sur lesquels on peut absolument écrire partout. Donc on peut faire très vite des groupes, et nos élèves sont de plus en plus grands, et ils bougent très peu. Donc pouvoir dire aux élèves, au lieu de prendre une feuille, d'aller prendre un bout du mur, on peut ensuite travailler différemment, s'interpeller, parler en restant debout. Ce sont des matériaux, une question de matériaux qui se posent et qui sont des réponses à des pratiques pédagogiques. Parce que c'est ce que vous soulignez, c'est que si ça n'entre pas dans la pratique, ou si ça génère un risque, comme on a vu l'histoire des glands, ça sera détourné. Par exemple, c'est vrai que depuis Vigipirate, il y a des stores devant les vitres dans les couloirs. On ne peut plus passer en et voyant voir les la classes. Parce qu'en cas d'alerte à intrusion, pouvoir se cacher, et donc évidemment, il n'y a plus de vitres. Donc ça, ce sont des petits malheurs qui nous arrivent, mais donc qui sont aussi à travailler. Oui, et parmi les usages, donc au-delà de l'usage de l'entretien, il y a aussi les repas qui paraît tellement important. Vous en parliez tout à l'heure sur les écoles danoises qui permettent aux élèves de cultiver leurs légumes et de les cuisiner ensuite. Nous, je sais qu'à dans la ville de Marseille, alors on me coupera si je dis des bêtises, mais les pieds et poings liés avec un contrat avec une
avec une société qui livre des repas. Donc les écoles se sont vues progressivement dépossédées de leur cantine et de leur l'infrastructure de la cuisine. Oui, donc il n'y a plus de cuisine pour c'est de faire plus en tout ça. plus de cuisine centrale. Moi, je le vois dans les programmes. Hein. On n'a que du réchauffage. Ouais. Et ça, par rapport à tout ce qu'on dit sur le bio, sur la qualité des aliments, sur la qualité des repas, c'est complètement... ça rame complètement à l'envers. Alors, on voit des choses à l'autre bout de la chaîne, c'est-à-dire qu'actuellement, les élèves apprennent à faire du compost, ils trient leur reste, ne pas gaspiller, ne pas prendre une serviette de trop, mettre le pain pour des chevaux, d'ailleurs beaucoup de chevaux, mais enfin bon, c'est pédagogique. Vous les avez pas vus en arrivant? Voilà. Ça montre aussi qu'on est dans une chaîne aussi, hein, et qu'on peut être responsable. Alors, quand on a un dispositif d'éco-école, parce que ça aussi, c'est des dispositifs dans lesquels entrent les établissements scolaires, donc ils sont accompagnés, ils sont valorisés, et ils apprennent donc à faire ça, peut-être à faire une mare, si on peut. Bon, voilà, c'est aussi bien de faire son repas, enfin, de voir. Les plus anciens d'entre nous savent qu'auparavant, quand il y avait un champ de carottes à côté du collège, on mangeait des carottes pendant tout l'hiver. Voilà, c'est aussi des choses qui étaient peut-être qui pourront revenir. Alors, je ne sais pas si on a parlé de tout ça, parce que j'ai oublié de faire défiler des diapos. Vous parliez de... C'est vos diapos, Marie, ça, c'est la plus laide de tout le stock. Mais effectivement, moi, je prends toujours en photo les établissements dans lesquels je me rends. La première impression qu'on a en me disant, voilà, c'est celle qu'aura l'élève ou qu'aura le parent. Moi, je vais dans au moins 80 établissements par an. Et très souvent, voilà, ce n'est pas très beau. Et surtout, ce n'est pas logique. Là, on voit que souvent, il faut passer par un accueil, c'est administratif, mais cet accueil n'est pas accueillant. Non. Parce qu'il faut faire une chicane, ce n'est pas au bon endroit. Alors tout le monde y va de son petit document pour qu'on trouve vraiment l'accueil assez vite. Et d'ailleurs, là, on a un sens interdit. Enfin, très souvent, c'est très, très injonctif. Et puis l'autre photo très laide aussi, de l'autre côté, c'est un bureau de professeur. On voit un professeur qui a envie d'avoir un peu son espace vital. Voilà, et ça peut se penser peut-être autrement, qu'il y ait des espaces de travail, des espaces de vie aussi. Il faut obligatoirement associer la commande de mobilier à la commande de maîtrise d'œuvre. C'est ce qui se fait dans pas mal de pays. Oui, mais de plus en plus, nous, nous avons carrément au stade du concours une commande d'architecture d'intérieur. Hein, et on dessine, on personnalise vraiment les classes, on dessine le mobilier, il y a un budget conséquent pour le mobilier, indépendamment du mobilier. C'est commerce, indispensable, hein. Sinon tout le travail de l'architecte est foutu en l'air par... Avec cette réflexion dont vous parlez souvent Ouais. dans vos écrits, de la nouvelle configuration des classes, qui est très 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 complexe finalement. Hein. Alors auparavant, on pensait qu'il y avait le professeur qui aimait la classe en autobus, rangé, celui qui aimait la classe en rond. En fait, non, maintenant les professeurs ont plusieurs classes selon ce qu'ils ont envie de faire. Hein. Voilà. Donc il faut que leur matériel se déplace facilement. Mais par exemple, on a en France un modèle de chaise qui ne permet pas de se mettre à califourchon. Alors qu'en Angleterre, les chaises ont un centre très réduit et donc on peut très vite se mettre à califourchon pour travailler à 2 ou à 4. Donc c'est très rapide de fabriquer des groupes. Tandis que pour nous c'est quasi impossible, sauf mobilier vraiment dédié, de petites choses comme ça. Et il y a sûrement encore tout un chantier là sur lequel on peut Sur travailler. le mobilier, oui. Le mobilier aussi, il est pensé pour faciliter le nettoyage, je pense. Il y a ça aussi, et c'est peut-être il faut pouvoir incompatible accrocher la chaise, voilà. sans avoir à la retourner pour pas se faire mal au dos. Voilà. Alors ça, je pense qu'on en a déjà parlé. Ce sont des exemples de différents... L'école de la forêt, donc c'est c'est des pavillons qui sont dans la forêt. Dans la forêt. Et ça, c'est ce dont on parlait aussi, qui existe au Vorarlberg, où il y a l'importance du porche ou alors de l'espace de vestiaire. Ils sont en chaussons, ils sont en pantoufles dans l'établissement scolaire. Il fait très froid là, c'est au Danemark. Et ils ont aussi des cheminées à feu de bois dans les écoles, donc effectivement, ça n'a rien à voir. Mais moi, je ne l'ai pas vu à titre personnel. Mais là, voilà, c'est l'école dans laquelle j'étais. Effectivement, on est en chaussons, donc c'est silencieux, on peut faire des glissades. Et puis surtout, on a de bonnes grosses chaussures pour la cour. Ouais. Voilà. Alors, je passe... Voilà. Je voulais qu'on conclue
cette présentation par la présentation des 2 projets de Céline et d'Amélia dont on avait envie de parler, et peut-être de le voir aussi du côté du programme, comment le programme vous a été livré, qu'est-ce que vous en avez fait, et du type d'évolution aussi des marchés au moment de la construction et au moment aussi de la maîtrise d'œuvre. Est-ce que c'était des lois MOP? Est-ce que c'était des maîtrises d'œuvre en conception-réalisation? Je crois que les 2 exemples qu'on a choisis, c'est des lois MOP, hein, l'école de Sreda et l'école de la Phare-les-Oliviers. Mais toi, Céline, tu as l'occasion de travailler sur une école qui est dans un autre type de contrat, donc tu vas nous en parler. Voilà, et de voir quelles ont été les libertés que vous avez pu avoir dans ces 2 écoles, chacune. Donc on va commencer par l'école de la Phare-les-Oliviers, où je crois le programme était très succinct, et c'est ce que tu as apprécié. Donc des espaces non programmés, mais qui sont des espaces de jeu avec un miroir au plafond, un petit peu comme il y a dans les fêtes foraines, à la sortie des toilettes. Ça permet de faire des grimaces. Comme vous avez pu le voir sur la photo aérienne, on est quand même dans une zone pavillonnaire qui, en niveau bas, n'a pas vraiment de qualité architecturale. Donc nous, l'idée, c'était vraiment d'extraire l'école de son contexte urbain et de la tourner vers le grand paysage. Donc la cour de récréation et l'école effacent vraiment la strate basse de la commune pour révéler les collines, le grand paysage. On voit même un petit bout de la Sainte-Victoire de l'autre côté. Enfin voilà, c'était l'idée de remettre les enfants dans un contexte paysager du grand paysage. Donc là, c'est le contre-champ de la cour de récréation. Donc les endroits où on peut avoir des cadrages sur le paysage en évitant les logements, on le fait. Et puis les endroits où c'est pas possible, on a juste la toiture, qui est une toiture paysagère, qui permet de souligner ce qui se passe au loin. Donc on a, comme les écoles sont superposées, on a une mise à distance de la cour de récréation maternelle par une grande jardinière paysagère qui permet en fait d'éviter que les enfants aient jusqu'à l'idée d'aller jeter leur cartable, qui était une grosse angoisse en fait des parents. Leurs camarades, les ballons, jeter des trucs sur leurs petits frères et leurs petites sœurs. Voilà, ça c'était vraiment la grosse angoisse de l'équipe enseignante, puisqu'en fait c'est une école qui n'est pas neuve, c'est un déplacement d'école. Donc on a pu pendant toute la période conception faire de la concertation avec les équipes enseignantes. Donc c'était très intéressant. Ça, c'est un sujet qui est vraiment indispensable, d'arriver à avoir un échange avec les futurs usagers, ce qu'on a rarement dans le cadre d'un concours, puisqu'on ne doit pas... Exactement, et ça a permis en fait du coup de mettre l'accent sur certains, enfin de déplacer certains curseurs en fait de typologie d'espace qu'on n'aurait pas imaginé nécessairement, enfin que tu aurais fait de l'autocensure parce que tu n'avais pas pu discuter avec les gens. Exactement. Et puis l'UNICEF a un indicateur qui est celui du bien-être lié aux équipements scolaires dont les enfants disposent chez eux, avec l'idée que l'école joue son rôle de correctif social, c'est-à-dire que ce qu'on n'a pas à la maison pour travailler comme élève, puisqu'à la maison on n'est pas toujours un élève, il y a des familles où c'est très difficile, on n'est pas équipé, ça on le retrouve à l'école, et donc ça fait partie des préoccupations qu'on voit là, et qui remettent aussi de l'équité, qui remettent aussi les enfants en situation de réussite le plus tôt possible, d'où l'idée de la maternelle de ce côté-là. Et là en fait ce qu'on voit aussi c'est que simplement s'arrêter sur cette histoire de traitement du garde-corps, la séparation entre la cour élémentaire et la cour maternelle. Sur l'école japonaise qu'on a vue tout à l'heure, on a fait en sorte que ce soit le plus transparent possible, à tel point que quand il y a des représentations dans la cour maternelle, les enfants se mettent tous en cercle avec les jambes qui pendent dans le vide. Est-ce que vous pensez qu'on peut prendre le risque de faire confiance aux enfants
et en supprimant un certain nombre justement de mesures sécuritaires et de faire un peu appel à leur conscience pour petit à petit justement se passer de ce genre de choses qu'on est obligé de faire nous régulièrement dans les établissements qu'on construit pour satisfaire nos utilisateurs. Ouais. Et se dire que non, on ne va pas jeter son cartable. Il y a quelque chose d'éducatif aussi là-dedans, même dans le respect. Alors moi, je me réfère à des réalités. C'est dans des établissements qui sont anciens et où justement le garde-corps n'est pas assez haut. Il faut mettre un surveillant pour à chaque récréation vérifier qu'on ne jette rien ou qu'on ne tombe pas. Donc ça ne va pas vraiment dans ce sens-là. On voit aussi qu'on nous a demandé avec le confinement d'ouvrir les fenêtres régulièrement. Or, il y a beaucoup de fenêtres qui ne s'ouvrent pas, puisque effectivement c'est le risque aussi de passer par la fenêtre. Voilà. Donc il y a des mesures de sécurité qui vont avec en fait la gestion d'un grand groupe, parce que 15, 20, 30, 35 Donc on arrive enfants, à le faire au Japon. C'est culturel en fait. Il y a des aspects qui sont culturels, par exemple, on parlait de l'école suisse, mais quand on est dans le canton de Zurich, qu'on va acheter son journal, on prend le journal, on prend la monnaie, on farfouille, en Angleterre on met le billet, voilà. En Angleterre, on achète des fraises au bord de la route, on met la monnaie, on repart avec les fraises. Et pour l'instant, ce que j'ai vu au Danemark aussi, dans l'école dans laquelle j'étais, a eu un grand panier où tout le monde lançait son iPhone le matin en arrivant et le recherchait en partant. Bon, voilà, ce sont des façons de travailler qui sont différentes. Et je pense que la question de la sécurité pour les enseignants, c'est assez anxiogène parce qu'il faut quand même qu'il n'arrive rien. Les cutters, les ciseaux, tout ce qu'on peut se planter, les compas, voilà. Tout ce qu'on peut faire à la maison, mais effectivement, on nous demande la sécurité, c'est essentiel pour les familles. Dans une des opérations qu'on construit, on nous demande aujourd'hui un garde-corps d'un escalier qui fasse 1,50 m. Vous voyez jusqu'où on va. Et c'est ça qui me fait peur, moi. On arrive dans une écriture presque carcérale. C'est surveiller et punir de Michel Foucault, les adultes de demain. Oui, ça vient peut-être aussi de la pression foncière, parce que si on avait, comme dans les pays nordiques, des écoles de plein pied, on aurait déjà... il n'y aurait pas d'étage, mais nous, on a de plus en plus... on détourne le problème. Là, typiquement, en fait, on s'est adapté à la pente. C'est pour ça qu'on a cette double épaisseur de cours. Cette superposition. Et ce que je voulais dire aussi, c'est qu'en fait, dans cette école-là, on a une double circulation hiver-été. Enfin, hiver, saison tempérée. C'est-à-dire que pour aller en récréation, on peut aussi bien passer par l'intérieur de l'école que par l'extérieur. Et la circulation est suffisamment large, c'est quasiment presque la dimension d'une salle de classe. Donc je pense que pendant le confinement, pendant le déconfinement, mais un peu confiné, ils ont pu éventuellement utiliser les circulations à l'extérieur pour se mettre dehors. Je crois que le point commun, c'est qu'on le regrette, on le déplore, cette situation. On est triste, mais pour l'instant, dans la réalité, c'est vrai que on a des barrières, des sas, des tourniquets. Je pense que ça s'exacerbe même. Est-ce que tu veux commencer par cette image, Amélia? Parce qu'on a pris beaucoup de temps, alors on va avancer plus vite. Ou est-ce que tu veux une image plus générale? Comme ça, peut-être, non? On peut commencer par... c'est plus... alors, oui, ça illustre effectivement le rapport de l'enfant avec la nature, l'immensité de la nature, ce grand paysage corse qui est absolument sublime, le rapport au ciel. Alors pourquoi cette école est-elle aussi loin du village? Elle est en vis-à-vis avec le village, mais elle n'est pas très loin. Les enfants, ils vont à vélo, on est à 5 minutes du village. D'accord. Et c'était effectivement une responsabilité folle de se dire qu'on allait construire, on ne voit pas, peut-être pas assez le contexte, on le voit peut-être sur d'autres images, mais on allait construire sur la crête d'un ancien hippodrome avec 2 chênes centenaires, une visibilité très importante depuis le village. On s'est dit qu'on allait reproduire la crête de ce village, de cette colline, s'insérer dans les arbres en y touchant le moins possible et faire en sorte, avec cette surtoiture qui est le retournement des tasseaux qu'on a sur les façades principales, les tasseaux de bois qui se retournent, vraiment faire en sorte que toutes les vues aériennes offrent
Enfin, il y a un traitement de la cinquième façade qui est très particulier pour offrir une perception qui soit belle où qu'on Selon soit. tous les points de vue. Voilà, absolument. Et puis en même temps, ça nous permettait d'avoir un système très performant d'un point de vue de la qualité environnementale, puisque cette surtoiture, il y a cet aspect esthétique, mais il y a aussi le fait d'empêcher le rayonnement solaire directement sur les toitures. Enfin, elle a plein de qualités, je dirais, de ventilation naturelle. Enfin, il y avait un certain nombre d'aspects qui n'étaient absolument pas négligeables sur le fait de la mettre en œuvre. Même si c'était un surcoût pour la maîtrise d'ouvrage, il faut le dire. Hein. C'est un pari qu'on a pris en le proposant et qui a été j'imagine qu'en cas retenu. de restriction budgétaire, c'était le premier truc sur lequel ils pensaient taper. Mais cette image qu'on voit là, c'est depuis la cour ou c'est depuis l'extérieur? Ça, c'est un petit morceau de la cour de récréation façade sud c'est un morceau de l'élémentaire, je crois. Donc c'est un projet qui est tout en bois, totalement en bois. Donc on la voit, elle est au fond, là, en vis-à-vis avec la petite chapelle du champ qui est juste devant. Et puis il y a un certain mimétisme, même aussi bien avec les collines qu'avec ce petit bâtiment devant. Hein. C'est idyllique comme situation. Ça, c'est le fameux chêne, le premier chêne devant lequel on passe pour se rendre dans l'école. On a fait en sorte d'installer le restaurant scolaire face à ce chêne. Et puis on aperçoit l'autre, en second plan, celui de la cour de récréation, qui a subi une petite coupe de cheveux. et puis des matériaux. C'est celui-ci qui est aujourd'hui un petit peu plus malheureux. Et donc là, c'est cette image pour se rendre compte de la matérialité totalement tournée autour de la naturalité, justement, le granit corse, le bois. Alors, ce n'était pas un bois local parce qu'on n'avait pas encore la possibilité à l'époque de faire des façades en pin lariche. C'est possible aujourd'hui en Corse. Pin laricio. Ah, pardon. Ou en châtaignier, non? Sinon, il y a du châtaignier en Corse. Oui, mais jusqu'à cette période, c'était pas possible parce que on n'était pas équipé de four, on n'avait pas la possibilité de faire avec du bois local du classe 4. Et encore aujourd'hui, même s'il y a vraiment une promotion de filière locale, c'est sur des quantités qui sont assez minces. Donc et le bâtiment en granit qu'on voit au premier plan, il comporte quel programme? C'est petite administration. Voilà, là on est justement dans le restaurant scolaire et on voit le vis-à-vis de l'enfant avec ce chêne. Avec des très belles menuiseries en bois. Oui, c'est mon menuisier habituel qui est extraordinaire. Oui, ça s'ouvre, vous voyez. Voilà. Je n'avais pas vu la dernière diapo. Donc merci pour votre écoute.